Émile, cher ami Émile, messieurs les membres du comité de gestion de l'IEC, chers professeurs, agents académiques et agents administratifs plutôt, chers étudiants, je suis réellement heureux de me retrouver parmi vous. Bien que puis un peu à pied levé, parce que j'ai vu que je devais intervenir ici par les annonces sur les réseaux sociaux. Mais ma joie de venir ici, dans le cadre qui m'a formé moi-même, avec tous les souvenirs que j'ai dû emprunter depuis 46 ans, parce que je suis sorti d'ici avec des graduats en sciences commerciales, comme on vous l'a dit tout à l'heure, en 1976. Pour revenir au sujet qui m'a été attribué, notre pays, la République démocratique du Congo, est un pays de superlatifs. Et l'on connaît dans tous les secteurs de la vie, des plus ridicules aux plus pertinents. Rien n'est laissé au hasard quand il faut qualifier les réalités de ce pays. C'est un sous-continent, un scandale géologique comme on l'a souvent dit. C'est aussi le pays de lait et de miel où, après la création et la répartition des ressources à toutes les régions de la terre, le bon Dieu, dans sa magnificence, a aimablement laissé les stocks restants ici chez nous. Mais curieusement, ces fameux sous-continents, scandales géologiques, pays de lait et de miel, stagnent et fait mentir toutes les projections des économistes et même des économistes parmi les plus brillants. Le professeur Ngoï l'a relevé, aux années 60, notre pays était au même niveau de développement que le Canada actuel, que l'Afrique du Sud. Ne parlons pas des autres pays du sud-ouest asiatique. Et parce que nous avons fait mentir toutes ces projections, je crois que ma prière est que les projections qui nous ont été présentées tout à l'heure par le professeur Ngoï soient aussi démenties, dans la mesure où, si j'ai bien compris, il situait l'atteinte du niveau de vie au même niveau que les pays émergents aujourd'hui, après plus ou moins 2224, si j'ai bien entendu. Bien sûr, j'ai dit que ma prière est que cela soit aussi démenti. Mais, comme je l'ai dit, notre pays est celui où misère et richesse arrogante se côtoient, où guerre et paix alternent ou cohabitent, prospérité et ruine font ménage, grand diplôme et improductivité coexistent. C'est-à-dire que nous sommes un pays de paradoxes. Cette réalité des deux extrêmes réveille l'esprit, suscite l'interrogation et mérite donc une explication. Expliquer ces paradoxes entre la prospérité économique et l'insécurité, notamment toutes les menaces sous diverses formes. Cette insécurité, telle qu'elle semble durablement installée, surtout dans la partie orientale de notre pays, nous pousse donc à comprendre les ménages que font ces deux réalités naturellement opposées, comme
comme je l'ai dit, l'insécurité et la prospérité. Concrètement, nous devons arriver donc à identifier les stratégies, les interactions sur le terrain opérationnel, ainsi que les logiques qui sous-tendent ces deux notions. Les stratégies comprises ici à la fois comme une dialectique de fins et moyens et des moyens, et comme une science des actions humaines finalisées. Nous ne saurons comprendre ces paradoxes sans interroger les interactions éventuelles entre les riches potentialités économiques et les menaces sécuritaires que ces richesses, ces potentialités font peser sur notre pays. Et je note que le développement, en ce compris le développement économique, qui conduit donc à l'émergence, et la sécurité, ces deux notions sont intimement liées. L'un, la sécurité donc, crée les conditions d'existence de l'autre, donc du développement, ou tout simplement crée les conditions d'inhibition de l'autre. Rien ne peut se faire sans la sécurité, c'est-à-dire sans la paix. Mais l'histoire du monde démontre aussi que des causes endogènes et exogènes sont à la base de l'un et de l'autre. Lorsque nous interrogeons un tout petit peu l'histoire, nous aurons constaté que l'exemple des explorateurs, de ceux qui sont partis, soi-disant du monde libre, vers ce qui semblait être l'aventure, étaient à la recherche des denrées ou des matières qui leur manquaient. Ainsi, un des plus grands que nous connaissons, je crois que tout le monde connaît Christophe Colomb, qui est allé s'égarer quelque part aux Amériques, était en train de chercher à atteindre l'Inde pour s'approvisionner tout simplement en épices. Je ne veux pas revenir sur d'autres qui sont venus vers nos terres ici et qui nous ont amenés à l'aventure de la colonisation. Mais cette intrusion de ces explorateurs, mais c'était une menace, une intrusion dans la vie de nos communautés, de nous qui vivions ici, qui nous ont bousculés, qui nous ont brutalisés et qui nous ont assujettis. Donc ici, je voudrais que nous puissions percevoir la notion de menace. Bien sûr, pour assujettir nos communautés, il y a eu des combats, il y a eu des guerres. Pour revenir au temps moderne, il y a plusieurs auteurs qui se sont penchés sur l'analyse des conflits à travers le monde et qui ont démontré que la convoitise ou l'esprit hégémonique conduisent des pays ou des groupes financiers plus puissants à mener des guerres dans certains pays qui sont naturellement nantis dans le but évident de s'emparer de leurs richesses. Je pourrais vous recommander une lecture qui m'a beaucoup séduite. C'est d'une journaliste, écrivaine canadienne qui s'appelle Naomi Klein. Et son livre s'intitule « Stratégie du choc,
la montée d'un capitalisme du désastre. Ce livre existe en édition de poche, mais il a été publié aux éditions Barrel et c'est en 2010. Et vous verrez quel est le comportement, par exemple, de la plus grande puissance du monde, des États-Unis, notamment dans la guerre contre l'Irak et dans certains troubles qui ont été provoqués, en s'est compris des manifestations des étudiants chinois sur la place Tiananmen. Merci bien pour votre réponse. Merci. Mais je reviens chez nous, ici chez nous en Afrique. Excepté l'Afrique du Sud, le potentiel économique n'est pas forcément facteur de richesse. Ce potentiel est même parfois le facteur vecteur de déstabilisation et d'insécurité. Je vous donne comme référence, parmi les pays les plus nantis de chez nous, les cas du Nigeria. Rappelez-vous ce qu'on a appelé la guerre Biafra, avec des velléités séparatistes, tout simplement parce qu'on avait souhaité mettre main basse sur les importantes réserves pétrolières de ce pays. Je vous donne aussi un autre exemple, c'est celui de la Libye. La guerre qui a été faite et la situation de la Libye aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est notre propre cas, le cas de la RDC. Ce cas est aussi éloquent et ça vaut la peine que nous puissions survoler assez brièvement des situations que nous avons vécues nous-mêmes. Nous sommes à la veille de la date anniversaire de notre indépendance. Et au moment où cette indépendance avait été proclamée, souvenez-vous de ce que les colonisateurs belges, qui avaient été obligés par les circonstances à lâcher le morceau, c'est-à-dire à donner la liberté à notre pays, qu'est-ce que ces colonisateurs ont tenté de faire? Souvenez-vous des tentatives de séparation ou de balkanisation, pour utiliser un terme qui redevient à la mode, avec la création de l'État du Katanga et aussi celui de l'État autonome du Sud Kassai. Et là encore, ça saute à l'œil qu'ils avaient choisi des régions où il y avait la concentration de richesses minières. Mais cela n'est pas terminé. Revenons à ce qui se passe aujourd'hui et ce que vit notre pays, notamment dans la situation qui prévaut dans l'Est de la République. C'est là tout l'enjeu et tout le défi que nous devons relever pour envisager l'émergence de la RDC vers l'émergence, vers le développement, vers l'atteinte de la situation des autres pays émergents aujourd'hui et ceux qui sont déjà développés. Comprendre les interactions éventuelles entre, j'ai dit, nos potentialités économiques et nos menaces sécuritaires devient plus qu'un devoir. Donc, brièvement, nous allons essayer de relever les éléments marquants et qui déterminent
l'insécurité et leur impact sur l'évolution économique de notre pays. Vous aurez remarqué que depuis plus de 25 ans, l'insécurité est devenue la règle et la sécurité l'exception, surtout dans la partie Est, parce que c'est là où j'essaie de concentrer l'analyse de notre cas pour démontrer justement que les deux notions-là sont intimement liées. Nos richesses, au lieu d'être une chance, au lieu d'être un facteur déterminant qui peut nous pousser vers le développement, vers l'émergence, pour rester dans les termes de notre intervention, en même temps, une certaine classe est très riche et d'une richesse arrogante, comme je l'ai souligné d'entrée des jeux. En effet, lorsque vous prenez l'espace qui part de la province du Tanganyika à celle de l'Ituri, en passant par le maniement de Sud-Kivu et de Nord-Kivu, c'est depuis 1996 que nous sommes dans une insécurité permanente, où il y a des guerres et des rébellions. Et ces guerres et ces rébellions ont les mêmes modus operandi et débouchent sur la paralysie de la structure étatique, sur des massacres, sur les déplacements des populations, sur le pillage et l'exploitation illicite de nos ressources naturelles, sur l'implantation des populations inconnues et le positionnement utile de certains acteurs aux fins d'influer sérieusement sur la vie politique et économique de notre pays. Vu sous cet angle, l'insécurité en RDC paraît vraiment complexe. Et la seule dimension politique ne saurait nous permettre d'assurer sa compréhension. Pour tenter de démêler la complexité de cette insécurité, tant beaucoup d'intérêts se croisent, un regard construit sur la trilogie politique, géographie et intérêt s'impose à notre endroit. Et pour cela, nous allons essayer de voir la configuration de notre pays du point de vue sous-régional, régional et même international, afin de dégager ce qui caractérise la particularité des guerres qui sévissent chez nous et les dynamiques conflictuelles qui s'y expriment. Dans cette configuration sous-régionale, régionale et même internationale, notre pays, qui est un sous-continent approfondi de par ses dimensions et ses énormes potentialités économiques, occupe une importance toute particulière. Que ce soit au niveau sous-régional, au niveau régional et même mondial, nous l'avons dit. Au niveau sous-régional, nous partageons nos frontières avec 9 pays. Et je vais me concentrer plus, comme je l'ai dit encore une fois, sur la partie de l'Est. Parce que toutes les autres frontières ne nous posent pas autant de problèmes sur le plan sécuritaire que des frontières avec le Rwanda et l'Ouganda, qui emploient depuis donc des décennies sous des contraintes d'instabilité inquiétantes. Notre pays subit aussi bien les influences politiques
que les appétits économiques de la part de ses voisins, et où la communauté internationale n'est pas non plus en reste, car nous n'échappons pas au calcul d'intérêts et d'hégémonie de certains groupes de multinationales étrangères. Et au niveau sous-régional, particulièrement à l'Est, la situation qui sévit dégage d'un côté une République démocratique du Congo qui veut s'administrer en toute souveraineté, se protéger et se construire en mettant en contribution les ressources de toutes ces provinces. Et de l'autre côté, nous avons des voisins qui ne lésinent sur aucun moyen pour tenter de résoudre leurs propres problèmes, qu'ils soient d'ordre démographique, sécuritaire et économique, en cherchant des solutions durables chez leurs voisins que nous sommes. Ils sont aidés ensemble par certains militants nationaux, comme je l'ai dit, qui sont aussi attirés par nos mêmes richesses naturelles et qui sont appâtés par les goûts publics et qui viennent s'approvisionner à vil prix en ces matières minérales, énergétiques et autres agricoles. Ils s'invitent ainsi dans ces situations troubles en manipulant, en soutenant les voisins directs et même des groupes armés à l'interne de notre pays pour entretenir de manière permanente cette déstabilisation qui leur permet donc de pouvoir tirer ce dont ils ont besoin sans être contrôlés. Donc je l'ai dit, si je dois tirer une particularité de cette situation, donc, notre insécurité, c'est que donc notre insécurité a des spécifiques et que c'est inconstruit. C'est une insécurité qui est voulue, qui est entretenue parce que dictée par des intérêts bien précis. C'est donc une situation de chaos, comme l'entend notre auteur, donc, qui a décrit ce genre de situation, c'est Richard Kriko, K-D-U-K-O, qui définit donc que c'est une insécurité qui est imprédictibilité, un désordre, une absence de contrôle ou de loi qui résulte de l'effondrement d'une structure de régulation, entendu ici l'État congolais. Les intérêts recherchés sont substantiels et opérationnels. Ils répondent aux besoins de certains acteurs plutôt nationaux, sous-régionaux et internationaux. Les modus operandi et les modus operandi de ces derniers traduisent une réalité d'une guerre unique en son genre. Je vais prendre quelques faits pour démontrer en quoi cette guerre est unique en son genre. D'abord parce que ces agresseurs n'attaquent que des zones juteuses, là où il y a, je l'ai dit, des richesses qui peuvent être à la fois des richesses minières ou à forte densité, des produits agricoles d'exportation. C'est le cas du cacao et du café et du thé notamment. Donc à Détruit par exemple, lorsque les agresseurs arrivent, ils tuent dans un village
c'est parfois dicté par des villages où les paysans ont fait des stocks importants de cacao. Dès que la population prend fuite, il y a des camions entiers et même de certaines entreprises, comme une entreprise qui est la publicité, une certaine entreprise qui s'appelle ESCO, qui s'amène pour piller, pour s'approprier ces stocks de cacao ou de café. Vous aurez aussi remarqué que par faiblesse ou complicité, nos forces armées finissent depuis ces 25 ans par abandonner ces zones préconquises. Et les justifications qu'on semble nous donner de manière officielle, c'est qu'il y a insuffisance des effectifs ou autre manque de logistique. Cela joue bien sûr les jeux et les agresseurs ou des autres groupes armés qui occupent ces lieux ou qui reviennent de manière récurrente. Un autre constat, c'est l'affairisme qui est ambiant dans notre univers de cette insécurité. Les seigneurs de guerre et beaucoup de nos commandants des forces armées font partie du circuit d'exploitation et d'exportation de tous ces minéraux, de toutes ces matières. Et rien ne peut exclure qu'ils puissent avoir les mêmes clients, les mêmes réseaux qui s'approvisionnent à travers ceux qui se retrouvent sur les champs de bataille. Et lorsqu'on examine de près la circulation des armes, des munitions et parfois des tenues de combat, on constatera que cela vient pour la plupart des cas plutôt d'un camp vers l'autre. Et les soupçons pèsent surtout plus sur nos forces armées, dont les matériels, armes, munitions et tenues se retrouvent de l'autre. Et parfois, dans nos pays voisins ou dans certains stratégistes des Nations Unies, ils continuent à justifier et à penser que les problèmes, par exemple, d'exiguïté des territoires voisins ne peuvent se résoudre que par un délestage de notre côté et que la régulation de ces derniers passe inéluctablement par ces affrontements réguliers. Chez nous aussi, certains conflits communautaires qui sont liés aux terres, qui sont liés à la nationalité, structurent un genre particulier d'insécurité, d'autant plus qu'ils sont hérités depuis des générations et ils assaisonnent plutôt d'autres en leur servant des rampes de l'ensemble. Ailleurs, ce qui les oppose apparaît plus faible que ceux qui assurent leur survie. Ils savent s'entendre sur l'essentiel, c'est rentabiliser la guerre. Et pour que cela n'attire pas beaucoup d'attention, ils s'organisent pour que les zones des affrontements ne soient pas totalement invivables. Ils créent effectivement des affaires qui justifient à la fois des massacres, comme je l'ai dit, des implantations et de contrôler les populations, des affrontements militaires, mais qui favorisent en même temps leur business. Ainsi, ramasser ces facteurs qui structurent cette insécurité entretenue dévoile donc un réseau complexe et fluctuant de relations de part et d'autre, spécifiquement aux frontières qui nous séparent de deux pays que j'ai déjà cités. Et cela, depuis les changements de régime intervenus, il n'en demande pas moins que beaucoup de généraux, d'hommes politiques congolais versés dans cet affairisme, continuent à collaborer aisément avec les groupes armés
à entretenir des relations ambiguës. Et bien sûr, nos voisins qui ont pris l'habitude de piocher dans nos richesses, nous qui constituons un pays ouvert, ils ont aussi leur réseau de sous-traitance parce qu'ils ont trouvé des acteurs ou des complices congolais dans cette situation. On n'a pas continué à nous lamenter. Mon propos a aussi pour objectif de rechercher la voie de développement pour parvenir à l'émergence. Ce qui signifie que nous devons effectivement transformer nos potentialités naturelles en richesses et ces dernières en vecteurs de développement et de sécurité. Et cela ne pourra pas se faire par hasard. Nous devons réunir quelques préalables, quelques paramètres d'ordre général. Je pense que cela suppose, à mon entendement, qu'il faudra réunir certains éléments comme un éveil de conscience patriotique. Nous venons d'assister à ce qui se passe au sein de nos populations, cet élan de soutien aux forces armées congolaises. Nous l'avons vu à Goma même, à la province qui est pour l'instant en plein état de guerre, comment les populations dans un élan tout à fait spontané ont marché jusqu'à la frontière avec le Rwanda, voulant traverser à main nue pour aller en découdre. Et les marches qui sont annoncées à travers la République. Mais nous devons avoir aussi une gouvernance efficiente qui doit nous rassurer, nous les Congolais, et qui doit déboucher sur un éveil stratégique, entendu comme l'analyse et la maîtrise des menaces sous toutes les formes auxquelles le pays est confronté. Ces menaces qui nous guettent de par nos potentialités ou d'autres raisons comme des raisons de politique hégémonique, de par notre position géostratégique, mais surtout nous amener à concevoir une démarche d'anticipation et qui nous permettra d'élever des options stratégiques en vue d'une sécurité durable et une prospérité planifiée. Cette prospérité planifiée passe donc par une politique économique cohérente et bien sûr planifiée, une capitalisation rationnelle des intelligences nationales disponibles, une distribution équitable des revenus et bien sûr par des instances de justice qui rassurent et attirent les investisseurs. Et puisque nous parlons stratégie, nous devons donc nous mettre en tête que la volonté d'asseoir notre développement durable et sécurisé passe inévitablement, impérativement, par une stratégie globale maîtrisée. Elle doit être le reflet d'une vision claire. Elle devra procéder, comme je l'ai dit, d'une anticipation stratégique conséquente, c'est-à-dire adaptée au contexte national, sous-régional,
régionale et internationale. Elle ne sera rien d'autre qu'un dispositif stratégique opérationnel à même de relever les défis qu'imposent les enjeux actuels et futurs. La vision qui la structure se résume en ces mots clés: sécurité d'abord et prospérité ensuite. Mais les deux doivent être durables. Cette vision sera matérialisée par les options stratégiques et la démarche stratégique d'anticipation, comme je l'ai dit, dont elles seront les résultantes, pourra se déployer sur deux axes principaux: la prospérité et la stratégie. Et la démarche d'anticipation stratégique se construit autour des trois volets interdépendants, c'est-à-dire les volets d'abord de notre passé rétrospectif. Nous devons analyser ce que nous avons été dans le passé, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Et pour relever ce passé, je ne vais pas aller dans les détails, on aura constaté que cette insécurité survit parce que l'autorité de l'État sur l'établi de la République est précaire, est faible. Nous avons une maîtrise des conflits, donc une difficile maîtrise des conflits. Une armée certes unifiée, mais qui est motivée. Nous avons un contrôle déficient de nos frontières et des mouvements de population. C'est comme ça que tout le temps on nous parle d'infiltration et que nous n'arrivons pas à anticiper sur les agressions. Donc, lorsque nous avons maîtrisé ce passé, bien sûr, nous passons à l'étape de notre situation actuelle. Je crois que la prédominance au niveau sécuritaire est toujours la même. Insuffisance de l'autorité de l'État sur l'étendue de la République, pas surtout sur les zones en conflit. Et, comme je l'ai dit encore, l'armée déficiente, les services de sécurité et de police, la même chose. Et lorsque nous nous portons sur le plan économique, bien sûr, nous connaissons tous ce qui se passe là-bas. Des contrats qui sont signés dans les secteurs sur lesquels on pouvait baser notre développement qui sont opaques. Nous avons des rapports où on nous démontre que la principale entreprise qui nourrissait la République a dû se délester de son patrimoine et perdre des milliards de dollars. Les importations et les exportations sont sous un contrôle approximatif. Ne parlons pas des commerces illicites et de toutes les fraudes qui sont en pleine croissance et les initiatives. Donc, avec ces éléments-là, nous pourrons alors nous projeter dans le futur et penser à asseoir l'administration de notre territoire basée sur un État qui assure de manière efficace et efficiente à travers ces services de l'administration du territoire et de sécurité. Et nous pourrons en ce moment-là, sur le plan économique, avoir des activités qui s'exercent sans entrave sur toute l'étendue du pays et canaliser nos recettes, lutter contre la corruption et d'autres antivaleurs, et bien sûr ce qui va attirer les investisseurs et les autres initiatives de développement. Je peux m'arrêter en cela pour vous dire que
Nous en avons des opportunités, nous en avons des compétences et nous pouvons y arriver et raccourcir tout le délai d'atteinte de l'émergence de l'autre. Je vous remercie. Notamment en ce qui concerne l'inscription qui est écrite au niveau de la gare centrale. Et je partage la réponse qui lui a été donnée par mon frère Guillaume. Le constat de dire que dans notre pays, nous, les Congolais, nous ne nous jouissons pas de nos richesses. Et la question de savoir si cela ne résulte pas de mauvais choix politiques. Je crois que nous tous, nous arrivons à cette conclusion-là. Je le disais tout à l'heure que dans notre pays, malgré nos richesses naturelles, nous sommes un pays de paradoxes où la misère survit en même temps qu'une certaine richesse arrogante de certains d'entre nous. Et dans les tentatives d'explication que nous avons essayé de donner, je me suis épilogué pendant assez longtemps sur la problématique de sécurité. Mais j'ai dit que les solutions à trouver passent nécessairement par une certaine approche d'éveil stratégique. Et pour arriver à articuler des politiques qui soient cohérentes et qui puissent nous amener à des résultats beaucoup plus heureux, je crois que j'ai donné quelques pistes pour dire que l'éveil stratégique doit passer d'abord par les constats de ce que nous sommes. Et là, je partage entièrement votre analyse, que les Congolais ne jouissent pas de ces richesses. Et là, je dis que l'approche stratégique que j'ai préconisée doit passer par une vision globale. Dans cette vision globale, nous avons épinglé, entre autres, la gouvernance qui nous a caractérisés pendant les 62 ans que nous avons vécu dans notre pays. Et je crois que nous nous mettons en question. Et en nous mettant en question, nous ne pouvons pas nier que depuis, c'est cela peut-être que je vais essayer d'assumer, que depuis le changement de régime, depuis que le président Tshisekedi est à la tête de ce pays, il y a cette volonté politique bien exprimée et qui s'articule d'ailleurs à trouver des solutions adéquates. Nous nous sommes dit que la priorité, c'est la sécurité, parce que sans la sécurité, on ne sait rien faire. Et lui-même s'est jeté dans cette bataille. Il a apporté ce que je peux appeler une culture de la paix. Cette culture de la paix qui l'a amené d'abord vers des zones où nous sommes plus en sécurité. Et il le répète lui-même, s'il est allé vers le Rwanda, l'Ouganda, les pays des frontières où nous avons des problèmes, ce n'était pas par faiblesse. Parce que, bien sûr, pour pouvoir résoudre le problème, nous avons plusieurs voies. La première voie qu'il a dû privilégier, c'était la voie diplomatique. Dans cette voie diplomatique, il a négocié avec les voisins les plus concernés. Et sur cette voie politique, justement, l'objectif est de transformer éventuellement nos ennemis en partenaires. Et pour pouvoir arriver à ces solutions-là, on doit identifier ce qui constitue l'objet de nos antagonismes. Et là, on est passé par la signature, notamment sur le plan économique, de coopération, des contrats que nous avons supposés être win-win. Avec l'insécurité, les frontières étaient poreuses, les gens traversaient, se servaient de nos matières et répartaient. On s'est dit, bon, on commence par mettre une frontière avec des surveillances qu'il faut, de sorte à ce que
si les matières premières qui sont exploitées chez nous peuvent sortir, mais qu'elles sortent par la voie officielle et que nous puissions, ne fût-ce qu'à en tirer tout ce qu'on peut payer comme droits de douane, comme taxes qui nous reviennent en tant que propriétaires des terres d'où ces matières sont extraites. Et parce que nous sommes dans l'insécurité, chacun considérant que son insécurité lui vient de l'autre. Pour ne prendre que le cas du Rwanda, ça revient de manière récurrente. En RDC, il y a des FDLR, etc., qui ont commis des génocides au Rwanda, et les Rwandais estiment qu'ils sont sur nos terres. Tout comme nous aussi, nous avons des preuves que les Rwandais appuient les M23, pour ne parler que des M23, mais il y a tous les autres groupes armés internes qui reçoivent financement et soutien de l'extérieur. Et quand on analyse tous ces réseaux, il y a des réseaux officiels d'État, notamment les appuis qui sont apportés par les M23, que le Rwanda apporte au M23, mais il y a aussi des circuits qui sont des circuits mafieux. Et nous avons estimé que, de part et d'autre, nous pouvons combattre ensemble, réunir nos forces pour éliminer les réseaux mafieux et pour arriver justement à harmoniser nos rapports d'État à État pour que tout le monde puisse y gagner. Et lorsque cela, d'après les analyses qui ont été faites et les options qui ont été levées au niveau du gouvernement, vous avez vu que la RDC a adhéré pratiquement à toutes les organisations sous-régionales. J'ai dit que nous avons 9 frontières. Nous sommes membres de la communauté de l'Afrique centrale. Nous sommes membres de la communauté de l'Afrique australe. Nous sommes membres de la communauté des États est-africains. Tout cela, c'est pour que nous puissions disposer des cadres qui nous permettent, lorsque nous ne sommes pas en accord avec les voisins immédiats, on élargit les cadres de concertation où nous discutons de tous ces problèmes d'intérêt régional, en ce compris les problèmes de paix. Donc, ça rejoint la préoccupation qui a été exprimée par un autre intervenant qui demandait mon avis sur le partage de nos richesses. En fait, partage, c'est un terme assez général, mais nous avons mis ces mécanismes-là, nous avons signé ces accords-là pour que pour que chacun plutôt y trouve son intérêt, en espérant que cela puisse nous éviter toutes ces menaces-là qui amènent les voisins à venir nous agresser, qui amènent même des groupes d'intérêt plus éloignés à manipuler même nos groupes internes, etc., nous déstabiliser, ce qui nous empêche justement de pouvoir exploiter nos richesses et les utiliser à la construction de notre pays, au développement de notre pays et à l'émergence. Et notre intervenant m'a demandé ce qui m'a manqué pour sécuriser l'Est. D'abord, je l'ai souligné que la volonté politique et du président de la République et du gouvernement auquel j'ai appartenu n'est pas à démontrer, notamment dans la recherche des solutions aux problèmes qui nous préoccupent ici. En tant que ministre de l'Intérieur, avant peut-être de parler de ce que je n'ai pas fait, mais je crois que j'ai quand même démontré que j'étais engagé dans cette action de la sécurisation, principalement des zones qui sont déstabilisées. Donc je me suis rendu dans l'espace nord et sud Kivu au moins 3 fois durant mon année et demie à la tête du ministère de l'Intérieur. J'ai visité l'Ituri, j'ai même été au fin fond, à Djougou et autres, pour rencontrer des groupes armés. J'ai fait signer des accords de paix qui avaient fait sortir à l'époque au moins 3000 combattants qui étaient dans les groupes armés, qui avaient été regroupés notamment à Bunia. Mais pourquoi est-ce que tout cela ne nous a pas conduit à la paix? C'est une question que l'on peut logiquement se poser. En même temps, j'ai même été dans les Katanga aussi, avec les événements de Bakatakatanga.
j'étais resté là-bas pendant plus d'une dizaine de jours pour prendre tous les contacts qu'il faut, approcher notamment les principaux acteurs qui déstabilisaient cette province. Donc, ces efforts ont pu connaître certaines difficultés parce que nous devons relever des difficultés que nous rencontrons au quotidien. Ces difficultés, bon, ça se conjugue en insuffisance de moyens financiers pour, par exemple, encadrer ces 3000 rendus qui étaient sortis de la forêt. Il fallait, comme ils étaient regroupés, il faut les entretenir, il faut les nourrir, il faut leur donner des perspectives dans la réintégration de la vie dans les communautés. Bon, ça demandait des financements qui ne suivent peut-être pas immédiatement quand le problème se pose. Maintenant, bon, il y a un programme qui a été mis en place de désarmement, de réinsertion, le PDRSS, qui commence à être opérationnel, qui a les appuis des autres partenaires et autres. Je crois que ce sont des moyens d'action qui peut-être nous avaient manqué à l'époque. On ne fait pas les bilans de ce que nous avons pu faire, mais sachez que nous avions eu des contraintes qui ont fait que nous ne puissions pas atteindre les rendements qui auraient dû être les nôtres. Donc, je pense avoir ramassé les quelques préoccupations. D'abord, l'approche diplomatique, et on ne peut pas nous jeter la pierre en disant que le régime de Félix Tshisekedi n'a pas fait des efforts pour que nous puissions gagner la paix. Nous avons tout fait. Nous avons signé plusieurs accords avec le Rwanda. Nous avions espéré rencontrer les préoccupations qui étaient celles du Rwanda. Mais malheureusement, le constat a été fait que malgré tous ces efforts, les autres ont continué à alimenter des réseaux qui sèment terreur, deuil et désolation chez nous. Et c'est pour cela qu'on a dénoncé ce fait. Et nous continuons sur la voie diplomatique. C'est ainsi que nous avons élargi le cadre de ces concertations en allant vers la communauté sous-régionale qui nous réunit. D'où toutes les réunions qui se tiennent aujourd'hui à Nairobi. Mais si, malgré tout cela, nous arrivons au constat que ça n'a pas réussi, eh bien, on évaluera la situation. S'il faut aller jusqu'à la rupture des relations diplomatiques, on prendra les décisions en temps voulu. Aujourd'hui, nous nous battons encore sur le terrain, malgré le cessez-le-feu qui a été décrété, mais les affrontements continuent. Nous n'avons pas désarmé, nous n'avons pas déposé ou découragé nos forces armées. Par contre, je vous ai dit encore une fois, nous saluons tout cet élan patriotique, toute cette ferveur qui s'exprime pour le moment, et nos forces armées en ont vraiment besoin, et tous les moyens qui sont à notre disponibilité sont investis pour que, à défaut d'une solution concertée et négociée, que nos forces armées prennent le dessus sur ces mouvements-là, et comme sur d'autres mouvements, ADF et autres. Et nous pouvons dire que nos forces armées